Mesdames et messieurs, chers et chers collègues, cher professeur Müller, très cher Frauke, il y a certainement plus de 10 raisons d'honorer aujourd'hui la carrière de Frauke Müller. Mais je vais me limiter à 10 facettes pour brosser le portrait académique richement couronné de la professeure Müller. Premièrement, son engagement dans l'enseignement. Frauke Müller effectue ses études de médecine dentaire à l'université de Bonn et y obtient un doctorat en 1987. Elle se spécialise ensuite en médecine dentaire prothétique et est nommée privat-docente de l'université de Mayence en 1996. Elle rejoint en 2003 la faculté de médecine de l'université de Genève à la fonction de professeur associé avant d'y être promue professeur ordinaire en 2011. Elle a à son actif des milliers d'heures d'enseignement prégradué. Elle a contribué à la formation postgraduée et continue, non seulement pour les médecins dentistes, mais aussi pour les médecins assistants en gériatrie aux hôpitaux universitaires de Genève et des diététiciennes et diététiciens à la Haute École de Santé. Elle a également enseigné à l'Université du Troisième Âge et elle continue à le faire en tant que professeur honoraire fraîchement nommé afin d'assurer ici, à la CUMD, une transition aussi sereine que possible à la tête de son dicastère. Deuxième raison, son engagement pour la relève. La professeure Müller a supervisé pas moins de 25 doctorantes et doctorants ainsi que 4 thèses de privat-docent. Plusieurs de ses élèves deviendront des professeurs essaimant aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Troisième raison, ses activités de recherche. Elle est une pionnière de la gérodontologie, s'intéressant à la fonction orale ainsi qu'à la prothétique complète et implantaire chez la personne âgée. Elle obtient de multiples fonds de recherche, notamment du Fonds national suisse. Elle a reçu 54 prix de recherche nationaux et internationaux avec son groupe de recherche et publié plus de 250 articles, cités plus de 11 000 fois. 4. Ses activités de soins. Depuis 2003, elle est la médecin adjointe agrégée, responsable de l'unité de gérodontologie du service de gériatrie au département de réhabilitation et gériatrie des HUG. Aussi une praticienne de référence pour les cas complexes de prothèses amovibles, consultée pour des avis d'expertes par les médecins installés en ville. 5. Ses activités de gestion et de leadership de la CUMD. De 2017 à 2021, elle est la directrice du département de réhabilitation orofaciale. De 2018 à 2022, présidente de la clinique universitaire de médecine dentaire. Et puis, elle est également présidente de la commission de l'égalité de la faculté de médecine de 2011 à 2015 et participe à de nombreuses commissions temporaires et permanentes pendant toutes ces années. Numéro 6, sa contribution au livre de référence Oral Healthcare and the Frail Elder. Numéro 7, Distinguished Scientist Award de l'International Association for Dental Research en 2013 dans le domaine de la recherche orale et gériatrique. 8, Distinguished Scientific Award de l'International Association for Dental Research, donc le même, mais 10 ans plus tard, en 2023, dans le domaine de la recherche en prothèses et en implantologie. 9, membre de l'Académie suisse des sciences médicales. 10, doctorat honorifique de l'Université Aristote de Thessalonique, en Grèce, plus difficile, de l'Université Chulalongkorn, université prestigieuse de Thaïlande, et également Fellow of the Royal College of Surgeons d'Édimbourg à titre honorifique. Je pourrais continuer encore un moment, mais je vais m'arrêter là, car, cher Frauke, c'est toi qu'on est venu écouter. Ce ne sont pas 10, mais 1000 merci que je t'adresse au nom de la faculté de médecine pour tes multiples contributions, pour ton engagement quotidien et sans faille, et surtout pour ta générosité dans ton travail et tes relations avec les étudiantes et les étudiants, ainsi qu'avec les collègues. Merci beaucoup. The floor is yours. Merci beaucoup pour cette gentille numération en reprenant un peu le titre. Moi, le titre, il est un peu venu des amis non-dentistes qui ont dit, mais encore une fois, tu n'es pas là, tu es où? J'ai dit, mais je suis en Thaïlande. Et que tu leur dis quoi? J'ai mis à brosser les dents. Et puis, la prochaine fois, ils disent, mais tu es où? Tu es où? Moi, je suis en Australie. Tu leur dis quoi? Mais brosser les dents, quoi. Et puis, elle dit, et ils te payent pour ça?
C'était toujours un peu la blague courante. Donc maintenant, j'ai mis la blague courante un peu en énumération. Je dis, mais quand même arrivé à 10, mais à la limite, j'étais voilà, gênée de peut-être pas trouver 10, mais j'en ai trouvé 10. Puis j'ai encore quelques-uns encore en réserve, donc si vous n'êtes pas contente avec les 10, j'ai encore un 11e, un 12e, etc. Donc si jamais. Merci à vous tous d'être venus, ça me fait, chacun et chacune me fait énormément plaisir. Vous avez tous partagé un bout de chemin ici, et c'est comme hier, et puis que je suis venue, puis on dort 2 fois, et puis du coup on est à la retraite. C'est un peu très vite, mais voilà. J'ai beaucoup consacré ma vie professionnelle à la santé bucco-dentaire des personnes âgées. Et puis, vous voyez que on a fait des infographiques pour les médecins parce qu'on a fait énormément d'informations et d'enseignements pour les médecins parce que là où on a contact avec des personnes âgées, ils vont plus voir les médecins que les médecins dentistes, les personnes âgées. Donc, on a fait des infographiques en résumant un peu quels sont les problèmes bucco-dentaires à l'âge avancé. Et c'est vrai que l'OMS, ils définissent la santé bucco-dentaire quand même comme une fonction, un bien-être psychosocial sans douleur, inconfort et une hygiène. Et on est tous d'accord, c'est quand même quelque chose qui amène à la qualité de vie. Donc déjà, les infections orales, si on ne brosse pas les dents, on a des candidoses. Voilà la brosse à dents, la première raison. Après, la carie. Mais c'est vrai que la carie, évidemment, ça nécessite du sucre, mais dans le régime des personnes âgées, il y a toujours des petits sucres. Ils en crèvent de sucre aussi quand ils deviennent demandes, encore plus d'envie d'avoir des sucretés. Et puis là, quand on ne brosse pas les dents, oh voilà, on a la carie. Les maladies parodontales, largement on peut les éviter, pas tous, mais largement on peut les éviter avec une bonne hygiène bucco-dentaire. Et les deux ensemble font que la perte des dents, c'est plus nécessaire. Et puis évidemment, aussi quand on a des candidoses, pas toutes les maladies mucosales et des muqueuses sont à guérir ou à l'origine de l'hygiène, en rapport avec l'hygiène, mais par exemple les candidoses. Et quand vous avez un sécheresse buccale parce que vous prenez trop de médicaments, et après le 4e médicament, vous êtes presque sûr que vous avez un sécheresse buccale, et chaque 3e personne au-delà de 60 ans, en fait, a une sécheresse buccale. Ça, vous avez également un facteur de risque pour perdre des dents. Donc là aussi, il faut bien brosser les dents, et c'est vrai que quand vous êtes sous une radiothérapie, évidemment, votre bouche, il est pas seulement sec, mais il est en permanence sec. Et voilà la bonne nouvelle, c'est pour ça que vous avez tous reçu à l'entrée une brosse à dents. Pourquoi? Parce que, en fait, les infections des gencives, c'est réversible. Ça veut dire, si nous avons fait une expérience ensemble avec la division de parodontologie de M. Mambelli et Simon Mayer, on a laissé les gens qui avaient un dent, un implant, on a laissé les dents sans aucun brossage des dents, sans aucune bain de bouche, sans aucun rien. Et après 3 semaines, vous avez ce que nous on appelle la gingivite expérimentale. Ça veut dire qu'il y a une infection autour des dents, une infection autour des implants, mais la bonne nouvelle, et oui, l'inflammation après 3 semaines, regardez, il y a quand même un saignement des gencives, mais la bonne nouvelle, quand vous reprenez pour 3 semaines l'hygiène bucco-dentaire, il n'y a aucun résidu et ça se guérit avec une brosse à dents. La bonne nouvelle pour vous, quand vous brossez les dents aujourd'hui et ça saigne, non, vous n'êtes pas blessé, il faut continuer à brosser, il ne faut pas dire « Ah, mais ça doit guérir », ça ne guérit pas, ça guérit avec la brosse à dents. Et voilà, il y a des autres raisons encore. Donc déjà, pour le bien-être, la vie sociale, il va de ça que l'apparence, quand on n'a pas brossé les dents, qu'on a la carie, ça c'est quelque chose qui est absolument clair. Ça, c'est pas génial. Donc encore une raison pour se brosser les dents. Et puis, bien sûr, beaucoup de personnes âgées, ils font des rinçages, ils ont toutes concernés parce qu'ils ont peur de la litose, qui est dans un contexte social quand même quelque chose qui n'est pas très génial. Mais aussi, on a des associations avec des maladies cardiovasculaires. Là, ce n'est pas causal, mais ça apparaît à la même temps. Mais pour le diabète et pour les pneumonies d'inhalation, c'est causal. Ça veut dire si vous ne brossez pas la dent, c'est plus difficile à gérer votre diabète. Et si vous êtes diabétique, dans le sens inverse, vous avez plus des problèmes de vos gencives. Et pour les pneumonies d'inhalation, on a certains facteurs de risque et un des premiers, c'est l'hygiène bucco-dentaire insuffisante, ensemble avec les troubles de déglutition.
Et c'est un peu logique parce que si vous avez toute la bouche pleine des bactéries, vous avalez travers, ça n'arrive pas dans l'estomac mais dans les poumons. Et si vous êtes une personne vieille qui n'a pas de réflexe de tout, qui n'a pas un système immunitaire qui est performant, et du coup, c'est la pneumonie qui s'installe. Et vous savez très bien que le taux de mortalité, vous savez mieux, les gériatres que moi, les taux de mortalité de ces pneumonies, c'est pas drôle à l'âge avancé. Après, quand vous avez encore des dents naturelles avec des poches parodontales qu'on ne peut plus nettoyer, vous, avec une brosse à dents. Si c'est plus proche que 4 mm, votre brosse à dents que vous avez reçue là, elle ne va rien servir parce que là, il faut voir un hygiéniste parce que c'est que elle et eux qui peuvent gratter et nettoyer ces poches qui sont plus profondes. Et des dents naturelles, comme tout objet dur dans la bouche, colonisent avec un biofilm. Et ce biofilm, il est saturé des bactéries. Et évidemment, ça aussi, c'est un des facteurs de risque. Mais aussi l'apport des prothèses dentaires dans le sommeil. Si vous dormez avec votre prothèse, vous avez le biofilm sur la prothèse, vous avalez travers, vous avez une pneumonie. Donc, il y a quand même un double risque de mourir d'une pneumonie quand vous dormez avec la prothèse en bouche, raison pour laquelle on conseille toujours de les écarter, si socialement acceptable, bien sûr, de les écarter, de les garder au sec pour tuer les biofilms pendant la nuit. Et peut-être alors, si les dents naturelles et les prothèses sont le problème, ben vous dites, on va extraire tous les dents, on va écarter des prothèses, une bouche édentée et propre, mais non, le risque n'est pas parti parce qu'il y a aussi des dépôts sur la langue qui présentent un facteur de risque et raison pour laquelle on a également un risque quand vous avez des dépôts pour avoir des pneumonies. Et puis voilà, une première étude dans ce sens a été faite dans les années 2002-2003 et c'était publié comme grande nouveauté dans le Lancet, une des rares études en médecine dentaire qui était publiée dans le Lancet, parce qu'avec une hygiène bucco-dentaire régulière, on peut éviter les pneumonies d'une manière significative, ce qui est un peu montré ici dans cette méta-analyse. Et là, c'est la première étude de Yonoyama en 2002 qui était le premier à montrer cet effet. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans l'ère de l'évidence, etc. Et le plus grand graal de l'évidence scientifique, c'est le Cochrane Library. Puis eux, ils ont fait une revue de toute la littérature existante. Ils ont must be considered with caution, no high quality research, etc. Ils étaient un peu prudents. Pourquoi? C'est pas dans leurs yeux des études bonnes, parce que c'est pas aveugle. Regardez. Puis ils ont tout été dégradés, ces belles études, parce que, bien sûr, on ne peut pas brosser les dents à l'aveugle. Donc le patient, il sait si on lui brosse les dents ou pas. Et au moins, on espère qu'il le sait. Et raison pour laquelle ces études ont été tous dégradées. Mais c'est pas pour ça que je vous montre cette étude, parce que ça, oui, ça c'est un peu clair. Je vous montre parce que sur le plus grand, haut niveau de la science, on a maintenant la preuve qu'il n'y a pas des effets non désirés, donc no serious effect, side effect, quand vous brossez les dents, c'est tout à fait non dangereux. Donc, servez-vous de votre brosse à dents que vous avez reçue. Ça ne peut rien vous faire, ce n'est pas dangereux et on ne peut que en bénéficier. On a fait une analyse cost-efficience avec un mathématicien. Ne demandez pas la formule, je n'ai rien compris. Mais on a fait une analyse sur les frais. Qu'est-ce que ça coûte la société une pneumonie? Puis on a trouvé les jours d'hôpital, les antibiotiques, les consultations, les radiographies, tout ça, ça coûte. Et puis on a comparé, qu'est-ce que ça coûte un hygiéniste? Et puis c'est vrai, les hygiénistes, c'est pas donné, c'est aussi des frais importants, mais si on compare les frais d'une hospitalisation vers l'hygiéniste, quand même, c'était cost efficient, et ça veut dire la société peut sauver des sous si on donne un hygiéniste gratuit à tout le monde, surtout comme c'est des patientes à risque. Et là, on a maintenant une étude en cours qui s'appelle le Gérobiota et Léo Najla, voilà. Virginie là aussi? Ah oui, voilà Virginie. Donc Virginie et Najla, ils ont fait ensemble un projet pour justement regarder qu'est-ce qui se passe avec des personnes à risque. Et là, on a pris de l'étude de Virginie qu'elle a fait pour le Fonds national pour
pour établir un diagnostic pour la pneumonie, on a nesté là-dessus un examen dentaire et les 8 jours qui suivent l'admission, mais c'est un âge-là et puis qui fait l'examen dentaire à la gériatrie. Et c'est le but d'identifier les facteurs bucco-dentaires associés à le diagnostic de pneumonie chez les personnes âgées et d'établir des facteurs de risque de récidive sur une période d'observation d'un an. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez un patient qui est admis chez vous avec une pneumonie, vous dites après, si cette hypothèse se confirme, et je pense que oui, vous dites, monsieur, madame, vous êtes à risque pour faire un rechute parce que vous ne brossez pas les dents, on peut plus souvent leur prescrire des séances d'hygiéniste. Donc tout ça, c'est très bien, mais on n'a pas assez d'hygiénistes, c'est ça le problème. Vous êtes tellement rares, vous ne pouvez pas faire un peu la publicité pour la profession. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des dents manquantes en Suisse? C'est vrai qu'on fait l'enquête sur la santé tous les ans et de plus en plus, les gens perdent leurs dents plus tard dans la vie. Et puis là, vous pouvez dire que c'est des objets durs dans la bouche, ça colonise, il faut les brosser, etc. Néanmoins, on est très fiers parce que ça, c'est une bonne chose que la population vraiment bénéficie d'une santé bucco-dentaire nettement améliorée ces derniers jours. Mais il y a quand même un impact sur la santé et la qualité de vie. Quand vous êtes édenté, vous perdez les dents, vous mangez moins de fruits et de légumes, moins de carotène, moins de bonnes choses, vous êtes plus obèse, vous avez plus des inflammations chroniques, vous avez plus de diabète, vous avez plus des problèmes cardiovasculaires, vous avez plus des maladies des reins, vous avez plus des apnées de sommeil et vous avez moins de fonctions quotidiennes, ça veut dire moins d'activité, de participation dans la vie que quand vous avez les dents. Donc encore une raison pour bien garder les dents. Et c'est vrai qu'une dentition naturelle est un bon prédicteur pour l'espérance de vie. Et on sait aujourd'hui bien clair qu'on a une espérance de vie plus longue quand on a encore une dentition naturelle. Par contre, il faut bien se rendre compte qu'il y a des facteurs socio-économiques, the socio-economic determinants of health. Madame Bourriche va me confirmer, c'est partout et la bouche est un des domaines où c'est vraiment clair que le nombre de dons est en corrélation avec votre statut d'enseignement, votre niveau d'élévation et puis aussi la revenu familial. Et aujourd'hui, malheureusement, on peut prédire le taux de carie des enfants selon le code postal à Genève. Quand vous habitez dans certains quartiers à Genève, vous avez un plus grand chance d'avoir la carie que si vous habitez dans des autres quartiers. Donc ça, c'est quelque chose qui se reflète également sur la perte des dents. Néanmoins, on dit toujours, mais est-ce qu'on a encore besoin de la prothèse amovible, etc., etc. Moi, je vous dis à 85, et pour moi, c'est 3 fois rien comme âge, mais à ce moment-là, vous avez quand même une chance de 60% d'avoir déjà encore une bouche avec une prothèse amovible. Et de plus en plus, on a des implants qui arrivent aujourd'hui aussi à des tranches d'âge vraiment élevées. Ça veut dire quoi? Les cas des personnes édentées deviennent de plus en plus complexes parce qu'ils sont plus vieilles. Et quand on est plus vieille, on a moins de tactilité, on a moins de dextérité, on a moins de motricité. Et de s'adapter à ce truc dans la bouche, là, ça devient de plus en plus difficile. Et surtout, les situations anatomiques, regardez, ces crêtes qui sont plats comme des Pays-Bas, ça c'est vraiment difficile à faire des prothèses traditionnelles où on ne peut pas gagner la rétention pour des prothèses. Mais quand même, 15% de la population âgée sont encore complètement édentés en Suisse. Ça, c'est une analyse qu'on a fait à Berne avec Martin sur l'âge des personnes qui reçoivent des implants. Et regardez, si vous êtes implantologue, je suis contente qu'Alexandre est venu. Premier rang, prend ce message, le tranche d'âge qui est en clientèle future, c'est au-delà de 60 ans parce que c'est là où c'est le facteur de croissance pour l'implantologie, parce que c'est les personnes-là qui en bénéficient. Et puis, on attend de ce plastique qui tient avec une sorte de ventouse, avec une occlusion et idéalement avec une motricité. On attend que ça remplisse toutes les fonctions comme les dents naturelles. C'est un peu espérer beaucoup parce que, en fait, ça ne marche pas. Et c'est vrai que quand on regarde ce patient à droite qui a porté ses prothèses pour 53 ans, vous voyez, il n'y a pas du tout la stabilité. Regardez bien la prothèse inférieure comme elle bouge.
Donc, elle est entièrement gérée par la langue, les lèvres, les joues. Et puis, c'est absolument étonnant que à la fin de la séquence, mais il avale le biscuit et pas la prothèse. Hein. Parce que là, il faut faire la différence. Il y a des autres tâches musculaires. Regardez les chaussures, ça c'est des patients de belle idée. À un certain moment, on a toujours regardé les pantoufles parce que c'est un diagnostic. Si quelqu'un ne peut plus porter des prothèses, des chaussures sans les bien attachées, il n'arrive pas à porter une prothèse non plus. C'est la même chose. C'est comme la petite Ava, la fille de Christiane, elle a reçu pour son 3e anniversaire un vélo, puis il a 2 petites roues à droite et à gauche, parce que musculairement, elle doit apprendre, gérer le vélo, c'est une tâche musculaire. Et au début, c'est très bien d'avoir des implants pour aider les patientes. Et là, on a ces petites roues, les 2 roues pour le vélo, qui aident le patient à fonctionner, à mâcher avec ses prothèses. Et en 2002, déjà presque 25 ans, on avait un consensus qu'une ouverture sur 2 implants devrait être le premier choix de traitement pour le maxillaire édenté inférieur. Est-ce qu'il y a des médecins conseils de l'SPC en sont là? Regardez ça, il faut bien valider ces demandes des implants chez les personnes édentées. Il y a beaucoup de bénéfices sur l'os, sur la mastication, mais surtout sur le bien-être et tous les patientes sont vraiment, vraiment contentes. Et c'est vrai que quand on pose des prothèses overdenture, on a une réhabilitation psychosociale pour ces personnes qui vont bien au-delà de la bouche. La vie devient la vie. Ils peuvent sortir au restaurant sans peur de ne pas pouvoir manger, que la prothèse tombe. Ils peuvent interagir avec des amis, avoir des invitations, etc. Donc, c'est un des plus favorables interventions en médecine dentaire. On avait fait un peu la recherche sur les différentes fonctions. Là, c'est la fonction masticatrice. Regardez, il y a des personnes avec une dentition naturelle, que ça, c'est un test avec un test de chewing gum. Et il y a un tiers de cette efficacité masticatoire quand vous êtes porteur d'une prothèse, même si la prothèse est parfaitement bien faite. Et tous les 2 reconstructions implantaires que vous voyez au milieu améliorent la situation, qu'il y a une prothèse totale, mais il n'arrive pas à reproduire la dentition naturelle au niveau de la fonction. On a testé ça avec un test qui est maintenant absolument fameux parce qu'il est dans des multiples études cliniques, un test de mastication avec un chewing gum de 2 couleurs où on peut analyser le degré de manche des couleurs. Et c'est maintenant devenu le gold standard. C'est Martin Schimmel à l'époque qui l'a introduit. Et puis, c'est devenu le gold standard pour le chewing testing. Et puis, oui, quand on mange bien, ça entraîne les muscles. On sait très bien, avec une prothèse, on n'arrive pas bien à mâcher. Ça veut dire qu'on a tout de suite une atrophie significante des muscles qui sont plus fines. Et les 2 reconstructions implantaires se positionnent exactement au milieu des 2. Et puis ça, c'est une étude randomisée contrôlée. On a pris des personnes en EMS, des personnes tous dépendantes pour les activités de la vie quotidienne, et on leur a posé 2 petits implants, tout courtes, 8 mm, une intervention qui est vraiment vite faite. Et il faut dire que c'est une des études, c'est l'étude avec l'âge moyenne de 85, donc la plus âgée dans toute la littérature. Et c'était une aventure, mais on a quand même pu réussir à montrer que les implants amènent à une satisfaction nettement plus élevée que juste le rebasage traditionnel. Mais les implants, c'est aussi intégré. Il n'y a pas du tout une innervation autour des implants. Les dents sont quand même suspendues sur des fibres avec beaucoup de récepteurs et qui amènent beaucoup d'informations afférentes au système central nerveux. Tout ça n'a pas avec des implants. Et quand vous regardez cette tâche de tenir une cacahuète entre les incisives sans la casser, c'est un objet fragile. Il faut bien doser la force. Et vous voyez que les récepteurs parodontales sont très sensibles à des forces d'à peu près 1 newton. Et vous voyez comme délicatement les gens arrivent à tenir la cacahuète avec des dentitions naturelles. Maintenant, regardez les prothèses ou même les implants. Il y a nettement plus de force, donc nettement moins de motricité, de sensibilité dans le système. C'est comme vous donnez une anesthésie autour d'une dent, ça amène à les mêmes manques d'informations afférentes.
Et puis c'est vrai que le même groupe de Matt Trulson à Karolinska, ils ont mesuré les cycles de mastication qu'ils ont bien rondes et bien lisses chez les personnes avec des dentitions naturelles, mais de gérer un peu ces reconstructions implantaires, c'est pas donné, c'est pas facile parce qu'il manque justement ce feedback. C'est Julien Leraski qui a testé la seuil tactile et dans cette étude, il a juste pris des personnes avec des dentitions, des restaurations fixes. Il y a quelqu'un qui a dit « Je sens ma tête à la mur », mais il a pu appliquer 1 kg sur ces reconstructions et les patientes ne sentaient rien. Donc, ce n'est pas facile. Ils ont plus de force pour mâcher. Oui, ça c'est bon, mais ils ont les problèmes à trouver leur occlusion parce qu'il n'a pas cette perception. Et puis, il y a quand même 2 sur 7 qui avaient un fort sentiment de corps étranger dans la bouche. Et vous pouvez dire 2, c'est pas beaucoup, mais aucun des 2, je veux avoir sur mon fauteuil. Parce que là, vous avez un problème, vous ne pouvez pas changer le système. Mais ils avaient un problème, mais ils recommandent quand même tous aux autres. Ça, il faut le dire. Bon, toutes les personnes ne veulent pas des implants, mais quand ils acceptent, ici dans une étude où c'était gratuit d'avoir des implants, ils ont accepté pour le confort, la mastication, la stabilité, mais il y a quand même 36% qui ne voulaient pas qu'on leur coupe les gencives parce qu'ils n'aiment pas la chirurgie. Voilà. Et surtout, moi, je me réjouis parce qu'ils n'ont pas le temps pour ça. 20%, ils n'ont juste pas le temps pour des choses comme ça. Il y a ce jeune qui me disent, mais on vous coupe les gencives, on fait un trou dans l'os, et puis après vous avez un vis en titane. Ils ne veulent pas ça, ils ne veulent rien savoir. Donc voilà, c'est absolument clair, et puis pas de temps, ça c'est une question de priorité, quoi. Je me réjouis d'entrer dans cette catégorie-là. Raison pour laquelle on a quand même développé un peu des concepts de traitement minimal invasif où on peut, avec des frais minimaux et quand même un effet espérant maximal, avoir un effet positif pour le fonction de ces prothèses. Et puis c'est Sabrina qui a eu un grand de l'ITI assez considérable pour étudier la faisabilité d'un nouveau concept de traitement avec un seul implant dans la région de la canine versus la région centrale de la mandibule. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup d'études déjà sur 10 ans où l'implant il est posé ici au milieu, mais le problème, il n'y a pas la place et puis ça bascule. Et puis on ne mange pas avec les incisives, on est d'accord. Donc le nouveau système, il met un seul implant, donc on omet le deuxième, mais sur la côté de mastication. Donc là où le patient dit mâche, là on a besoin du soutien. Et puis c'est Quentin, il est où Quentin? Ah voilà, c'est Quentin qui a évalué toutes les méthodes pour évaluer bien la bonne côté de mastication. Donc on fait ce test, on regarde où mâche le patient et après on pense qu'il peut mieux mâcher parce que le soutien il est plus proche au centre de mastication et bien, le force serrage est meilleur. On estime qu'il y a moins de fractures et puis il y a moins de résorption postérieure parce qu'il y a moins de bascules et bien sûr on espère que la qualité de vie est aussi bien. Alors là, on fait maintenant beaucoup de prothèses aussi en 4CAM. C'est aujourd'hui les ordinateurs qui font. Et ça va conquérir la gérodontologie dans très peu de temps. Pourquoi? 2 raisons. Parce qu'on peut copier l'ancienne prothèse et c'est bien pour le système central nerveux où la neuroplasticité est réduite de s'adapter à quelque chose que le cerveau reconnaît comme c'est ma prothèse, je suis contente, c'est moi. Et puis en plus, on a un prix qui est aujourd'hui déjà à peu près 30% d'une prothèse conventionnelle et ça va baisser encore avec les techniques d'empreinte. Imprimé ou fraisé, les 2 fonctionnent très bien, mais pour le moment, on est un peu en avant avec les fraisages. Mais, vous voyez, il y a beaucoup de pollution plastique pour l'environnement. Un POUC dans lequel on peut faire une prothèse, ça pèse 200 grammes, et puis la prothèse à la fin, ça peut être 20 grammes, ça veut dire 180 grammes de pollution avec plastique pour l'environnement. Et ça, on n'a pas avec des prothèses qu'on peut aujourd'hui imprimer, mais on va regarder si on est déjà là. Avec Mourali, on a fait un revue systématique où on a dit, où il a tous regardé, puis il a dit les nouveaux résines, ils sont également biocompatibles, mais ils absorbent mieux le choc et ils sont plus hygiéniques et puis surtout, ils sont moins chers et ça, c'est quelque chose qui est bien.
Un petit chapitre sur les empreintes. Qui de vous a déjà eu une empreinte chez les dentistes? Je dis une empreinte avec beaucoup d'alginate dans la bouche, que vous ne pouvez pas dormir comme ça. Bah oui, pratiquement tout le monde. Hein. Et puis, vous pouvez confirmer, il y a des meilleurs moments dans la vie. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut scanner aussi des crêtes avec des dents, des crêtes édentées. Et c'est vrai qu'au niveau de des méta-analyses, on peut dire il y a moins de goût, moins d'anxiété, de nausées, de douleurs, etc. Et puis, c'est quand même quelque chose de bien. Mais si vous voulez scanner un crête édentée, c'est un peu comme vous faites avec votre iPhone, une image panoramique. Il faut que les différentes images sont stitchées. Et là, quand ça bouge un peu, ben, ça ne stitche pas très bien. Et là aussi, sur les crêtes édentées, on a la même situation. Il n'y a pas des landmarks qui sont identifiables. Donc, au début, on a fait des landmarks avec des petits composites, etc. Aujourd'hui, les nouvelles machines sont nettement plus performantes, on n'a plus besoin de ça. Mais dans les premières études où Najla et Sabrina ont comparé des différents types d'empreintes, on a dit que la précision de scan est déjà aujourd'hui très bien, mais il manque les bords fonctionnels, donc on n'est pas encore là, on n'est pas encore la même chose. D'ailleurs, je remercie les participants à cette étude parce que chaque participant à cette étude a eu 5 empreintes de son crête édentée, donc bravo à ces volontaires. Elles ont fait une grande étude où ils ont comparé déjà le scan des crêtes édentées et aussi des techniques entre la fabrication de fraisage ou d'imprimé en 3D et les techniques conventionnelles. Et puis voilà, regardez, ils ont fait d'abord les empreintes pour les porte-empreintes, après ils ont pris les empreintes conventionnelles, et après ils ont testé un peu la rétention, après il y avait une immersion en salive pour 21 jours, et puis ça a été refait. Et voilà Sabrina, ils ont fabriqué des petites bases où on peut de manière standardisée tester un peu la rétention dans les différentes directions. Et c'est vrai qu'il y a des endroits stratégiques, la tubérosité à droite et à gauche, et le pus-dame, c'est là où c'est des zones critiques pour vraiment mesurer bien la rétention. Je pense, Sabrina, ça s'arrête à un certain moment, les vidéos. Oui. Voilà. Et puis, ce qu'on trouvait, c'est un peu choquant. Regardez que quand vous faites l'empreinte numérique, vous avez un tiers ou au maximum la moitié de la rétention. Donc, on n'est pas encore là. Il faut encore ajouter à ces scans des bords fonctionnels qui sont quand même encore un peu analogues, mais ça évolue assez bien. On a des autres nouveautés. Là, c'est Johan qui a fait cette étude qui montre la transition entre les blancs et le rose quand il y a des blocs, des monoblocs. Et puis, vous voyez que ça accélère le fraisage quand vous avez un seul bloc. Mais ce n'est pas encore pour tous les cas. Là, clairement, les incisives étaient dans le mauvais endroit, trop antérieur. Et là, les techniques ne marchent pas. Et c'est Alessio qui a testé aussi l'usure de l'occlusion parce que c'est quand même la résine normale et ça use nettement plus vite que la résine des dents préfabriquées. Il a quand même gagné un prix. Nous sommes toutes fiers. C'est notre dernier recrute et vient de Sienne. Il est adorable. Voilà, on a fait encore un peu une estimation de l'esthétique parce que pas seulement c'est le résine normal, c'est aussi le résine monochrome. Et quand vous regardez comme les dents prothétiques sont fabriquées dans les usines qui fabriquent les dents, c'est incroyable parce que déjà, il n'engage que des femmes parce qu'apparemment, ils ont meilleur œil pour les couleurs. Hein. Et puis, c'est un processus de layering, ici et là, un contrôle qualité qui est incroyable. Puis, ils ont amélioré les techniques et l'usure, etc., dans les dernières 100 ans. Et maintenant, c'est vrai qu'au niveau de l'esthétique, hein, les dents monochromes sont pas encore de la même qualité. Et puis, on a fait des jugements des étudiants pré-grade, post-grade, des techniciens, mais aussi on a demandé les patientes. Et le bon résultat de cette étude, c'est que les patientes sont nettement plus gentilles dans leur jugement. Ils ne voient pas la différence et puis ils sont tout contentes. Il y a beaucoup de psychologie aussi en prothèse. Cette première étude était randomisée contre les crossovers. On a fait avec des étudiantes qui ont fabriqué
les étapes cliniques qu'ils doivent apprendre. Bien sûr, ils apprennent les techniques classiques encore, mais après, c'était fabriqué à droite et à gauche, un peu d'une manière imprimée ou fraisée. Et c'est vrai que les résultats après une année étaient très prometteurs. Il y avait un peu plus de visites d'entretien et les coûts d'ajustement pour des retouches, etc., c'était un peu plus élevé, mais les deux fonctionnaient. Mais les patientes étaient prêtes à payer 600 francs plus pour la fraisée. Ça veut beaucoup dire. Hein. Maintenant, on a les données de 3 ans et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de réparations dans les imprimés que dans les fraisés. Donc, en résumé, les prothèses sont un peu comme ce monsieur-là. C'est une sculpture à l'entrée de l'école dentaire de Taft à Boston. Il fait sembler, il a la bonne volume, il a la bonne forme, etc. Mais il n'est pas vivante. Il n'a pas les récepteurs, il n'a pas la sensibilité et c'est quelque chose qui reste un jambe en bois en fait. Qu'est-ce qui amène le futur? Les prothèses imprimées vont certainement être améliorées avec une vitesse de lumière. Et pour nous, c'est bien parce que c'est très, très bon marché. Et c'est des petites imprimantes qu'on peut mettre dans le sac à dos sur les missions humanitaires et même au profond d'Afrique, on peut maintenant imprimer des prothèses. Et ça, c'est quand même un grand avantage. Les prothèses intelligentes, c'est Martin Chimay-Laberne qui a eu 2,3 millions du Fonds national pour développer ou imprimer des prothèses intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des sensors dans la prothèse qui monitorent les facteurs du patient et puis il voit quand le patient il a besoin d'un certain médicament et il dispatche le moment voulu ce médicament. Donc on va voir si ça fonctionne, mais ça reste quand même, ça reste intelligent ou pas, ça reste une prothèse. Donc, les dents bioconçues, oui, on a parlé depuis des décennies, et même quand je suis venue, on a déjà dit, oui, dans quelques temps, on va imprimer les dents. Mais sachez qu'une germe d'une dent, il existe quand le bébé, il est né, et puis il voit le jour après 6 ans. Figurez-vous que vous faites une extraction parce qu'il y a une dent qui est perdue, vous dites au patient, revenez en 6 ans parce qu'on va vous remplacer cette dent, c'est vivante, c'est biologique. Ils ne veulent pas attendre 6 ans pour que ça fait. En plus, c'est très difficile à arrêter la croissance. Donc, on arrive à faire pousser les dents, mais de leur dire maintenant c'est bon, tu es suffisamment grand, ça, c'est encore pas gagné. Donc, il y a très souvent des tératomes et puis des tumeurs qui sont liées à ces expériences. Donc, je ne pense pas que dans les prochaines années, on va là. Maintenant, on veut imprimer les dents. Et Suzanne et moi, on était au congrès le week-end passé, puis on a parlé avec un expert sur comment imprimer les dents. Donc, est-ce qu'on peut vraiment imprimer l'émail, et puis les dentines, un pulpe, un parodonte, etc., faire une extraction, scanner l'alvéole, imprimer la même dent en toute saine, le placer dans l'alvéole, au revoir monsieur, madame, et tout va bien. Moi, on peut rêver, mais on ne perd pas l'espoir qu'un jour, peut-être, ça pourrait fonctionner. Mais entre-temps, monsieur, dame, et ça c'est le message clé d'aujourd'hui, il ne reste que brosser les dents. Donc, raison pour laquelle vous êtes tous partis aujourd'hui avec une brosse à dents. Voilà, il vaut mieux brosser les dents que de perdre et porter une prothèse. J'ai consacré ma vie à faire des prothèses. J'adore des prothèses. Mais il vaut mieux pas les porter. C'est très bien pour les personnes qui ont besoin, qui n'ont pas des dents, etc. Moi, ça m'a fait très souvent mal au cœur de voir des personnes, parce que c'est des personnes en souffrance. Et puis, je fais toujours un grand effort aux étudiants de leur faire comprendre que c'est des personnes vulnérables, c'est des personnes sensibles, qu'il faut avoir une certaine sensibilité, de les gérer, de les accompagner dans cette expérience qui n'est pas drôle. Et ils le font très bien. Nous avons des super étudiants qui viennent comme une grande masse, 3e année, des personnes qui ne savent rien. Et après 3 ans, c'est devenu des professionnels de santé qui présentent des cas, qui répondent aux questions, qui réfléchissent et qui savent gérer un patient. C'est vraiment chouette. Alors, je vais faire comme Suzanne, c'est le moment des remerciements. Donc voilà, il y a déjà mes mentors. Ça, c'est le professeur Rupfav qui était mon mentor quand j'étais jeune assistante. J'ai jamais postulé en prothèse,
j'étais convoquée pour travailler en prothèse parce qu'il avait dit, il a dit, Madame Muller, normalement à des femmes, je conseille de devenir orthodontiste. Hein. Mais vous savez réfléchir, donc vous commencez en mars chez nous. Vous savez, je fais quand même partie de la commission de l'égalité. Les temps ont changé, aujourd'hui on ne pourrait plus dire ça, mais croyez-moi, il n'était pas de mauvaise foi, c'était comme ça à l'époque, et puis vous voyez, il y a des autres choses qui ont bien changé. Vous voyez, là, il y a la jeune Frauke. Pas du tout changé, vous avez le droit de le dire. Mais c'est vrai, quand moi j'étais étudiante, on n'avait pas travaillé avec des gants, on avait des vêtements de rue, on avait juste une blouse blanche et c'était tout, et puis c'était vraiment une autre époque. Après, j'étais à Londres et puis j'avais la chance d'avoir rencontré le professeur Robin Heath qui m'a introduit à la vraie vie académique et à la vie internationale académique. Il était quelqu'un d'absolument adorable, extrêmement éthique, honnête jusqu'aux dernières fibres de son corps. Et c'était vraiment absolument chouette. Et vous voyez, là aussi, vous voyez la jeune Frauke dans son laboratoire à Londres. Et il a dit, tu peux bien venir, mais il faut savoir, à Londres, les filles doivent venir en jupe au travail. Donc j'étais un peu coincée parce que je n'avais pas trop de jupes, mais j'avais beaucoup de copines. Donc j'ai ramassé toutes les jupes de mes copines. J'ai dit, mais l'année prochaine, je les rends. Et ça a bien fonctionné, j'ai bien respecté la règle. J'étais tous les jours là en jupe. Après, un grand merci à tout le monde à la CUM, à tout le monde au département de réhabilitation et gériatrie, parce qu'on est quand même là pour soigner des personnes et pour des patientes. Et on pense toujours que c'est un rapport privilégié entre le patient et soi-même, et c'est vrai, c'est un rapport privilégié. Mais nous, on travaille avec des étudiants qui sont adorables, qui font très bien, mais il faut les surveiller, il faut leur enseigner, etc. Après, on a des collègues spécialistes et il y a 2 qui m'ont beaucoup sauvée. C'est Alexandre qui a toujours fait la chirurgie pour moi et la pose des implants et tout ça. Et Julien Leprince qui a fait les traitements des racines et aussi la programmation qui a beaucoup aidé. Les assistants dentaires, ils sont où? Voilà, Maria, Nathalie et Fitoré qui ont toujours été présentes. Les hygiénistes qui sont là, s'il vous plaît, multipliez-vous. On a besoin d'hygiénistes. Si quelqu'un de vous a un enfant, s'il vous plaît, faites devenir hygiéniste. On a besoin cruellement des hygiénistes. Les techniciens, on a Sylvain et Génis qui sont ici dans notre maison, mais j'ai eu le grand plaisir de travailler avec Jean-Charles Meinhardt pendant toutes ces années et ça s'est toujours super bien passé. Et il était pour tout ce qui est prothèse amovible, Jean-Charles, il est le gold standard. Hein. Il a dit, je fais une prothèse, Jean-Charles. OK, c'est bon. On a eu des anesthésistes à Belle Idée qui ont beaucoup aidé avec tout ce qui est personnes handicapées, tout ce qui est personnes qu'il fallait endormir pour les soigner. Et ils étaient très, très superbes. Et puis après, il y a toute une machine derrière qui n'a pas de contact direct avec les personnes, mais qui ont quand même un rôle important dans ces soins pour les personnes. La comptabilité, l'administratrice, et puis Priska pour les avines, le doc. J'avais un très bon rapport avec les Securitas parce que moi, comme vous le savez, j'ai soigné un peu des personnes âgées et parfois ils viennent en couple parce qu'à cet âge, on va ensemble au dentiste. Et puis j'avais un cas couple particulier que quand je soignais madame, monsieur avait tendance à disparaître. Puis j'ai engagé Securitas, je dis, mais tu me regardes celui-là qui ne disparaisse pas. Oui, c'est devenu lentement, mais je savais qu'il y a quelque chose que je joue pas parce qu'une fois après les soins, il est revenu. On a dit, je trouve plus ma voiture. Puis on a cherché 45 minutes ensemble la voiture dans le quartier. Et puis après, il a quand même accepté de ne plus conduire. Les réceptionnistes qui avaient toujours un peu un signe, ça veut dire, il disait là, ça veut dire le patient, il est parti chez vous en Corime. Il a dit là, ça veut dire il est aux toilettes. Et sinon, il le ramenait. Et il y a même des réceptionnistes à l'hôpital où il y avait un jour un patient qui a dit « Frauke, Frauke ». Puis ils avaient le bon réflexe de le ramener à la CUM. Donc on a pu se créer une petite réputation pour les personnes qui ont un peu perdu. Et que merci particulier. 3 personnes qui m'ont régulièrement sauvé la vie. C'est le service informatique parce qu'apparemment j'ai l'ordinateur le plus compliqué de toute
de toute la faculté, en fait, parce que je suis la seule qui a 6 terabytes sur une disque dur de 2 terabytes. Et je ne sais pas comment on va faire, mais il vient régulièrement chez moi. Et parmi les 3, quand je téléphone, ils disent « Mais qui va maintenant ?» Parce qu'il sait, il sait que le désastre. Puis des personnes aussi, Chiara, parce qu'elle a quand même beaucoup aidé avec les contrats, avec les règles, avec tout ça. Merci Chiara, elle est là. Et surtout, elle ne sait pas, mais je suis très reconnaissante qu'elle a un peu stabilisé notre organigramme, parce qu'avant que vous êtes venus, on était supprimés tous les 5 minutes avec des rapports différents. Donc après Chiara est arrivée, on n'était plus supprimés. C'est déjà une bonne chose. Merci. Et bien sûr, Marie-Christine et Christiane. Et puis, mes sauveurs de vie, François Herman. François, combien de fois j'ai dit « Mais François, tu me trouves quelque chose de significatif ?» J'ai dit « Pas de souci, Franck, je te... » Il a dit « Je te sauve les meubles. » Puis, c'était vraiment superbe, de même pour Philippe Moujon, bien sûr. Les amis gériatres, donc les premières 5 étaient mes chefs. Je voulais faire un test avec toi, René. Tu es là, je sais, tu es où? René, dis une fois gérodontologie. Une fois, sans faute. Pas encore. Voilà, j'ai essayé à lui dire sans faute gérodontologie. Puis c'était tout. Il a des versions très différentes de ce mot. Mais il était tous les 5 des adorables chefs, et puis on n'a jamais eu des différences, et puis l'encadrement était parfait, et puis ils m'ont pris vraiment dans leurs bras, ils m'ont aidé, etc., etc. Et bien sûr, les autres avec lesquels on a fait beaucoup de recherches, Dina, Véronique et aussi Virginie. Après, vous savez, en médecine dentaire, on est toujours bien pour un petit scandale, et on est connu pour ça. Et dans les petits scandales, c'est toujours bien d'avoir des bons amis et des bons conseils, et des bons amis dans les bons conseils. Et dans ces contextes, je remercie aussi l'industrie pharmaceutique d'avoir produit des molécules qui nous aident à survivre certains jours un peu difficiles dans la carrière. Heureusement, je ne suis pas un client fidèle, c'est très ponctuel, mais c'est apprécié. Le moment voulu, c'est quand même apprécié. Et voilà, la devise de la diffusion, c'est ma porte de mon bureau. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Et puis, on avait vraiment travaillé sur une belle équipe. Il faut dire que je les adore. Déjà, à nos privats-docents, il y a Martin qui est aujourd'hui professeur à Berne. Il était le premier. Il a une énorme clinique et comme il est très fidèle et très honnête, je ne suis pas sûre s'il a le droit de le dire, mais il met toujours double affiliation, donc c'est 55 publications de l'année, il compte sur notre archive ouverte pour fidélité parce qu'il est collaborateur libre chez nous. Mourali qui est maintenant professeur à Zurich et Sabrina et Najla qui ont tout récemment, et moi je suis tellement fière de vous deux, fait leur privat docent. Et voilà l'équipe. On a fait un grand congrès avec tout le monde et c'était probablement le plus grand congrès en gérodontologie qu'on a jamais eu. Il y avait 340 personnes ici dans le CMU et là il y a une photo, il y a toutes les anciennes, les externes comme Charlotte, les anciennes, etc. Et on a aussi 2 adoptés parce que ils sont dans le plan budgétaire, sont pas du tout dans notre division, mais Mais comme ils mangent tous les jours chez nous, hein, on les a un peu adoptés et ils se sont mis sur le photo. Et puis c'est vrai, vous êtes les 2 des adoptés. Vous pouvez voir sur le photo qui c'est. Ils sont adorables, toutes jeunes, toutes dynamiques. C'est des gens qui adorent enseigner. Ils sont tous des temps partiels. Ils viennent ici parce qu'ils adorent l'enseignement pour les jeunes, parce qu'ils adorent transmettre leurs différentes connaissances. Et pour moi, c'était un soulagement énorme d'avoir des cliniciens confirmés avec 20 ans de bagages cliniques dans le dos. On est tranquille, on est bien soigné. Il était assez performant. Ils ont gagné beaucoup de prix. Et c'est vrai que j'ai arrêté à compter à 50. Et puis, à un certain moment, on a dit, OK, maintenant, on laisse gagner les prix aussi quelqu'un d'autre. Mais celui dont je suis particulièrement fière, c'était déjà le Hepburn Award de Martin. C'est
le prix international, toutes disciplines confondues, pour un jeune chercheur pour la recherche clinique. Et il y a un vieil professeur qui est venu après cette cérémonie et qui a dit, vous savez, Martin, il n'y a aucune Hatton Award winner qui n'a pas eu une magnifique carrière académique. Martin, il a fait preuve, il a fait une super belle carrière et j'en suis toute fière. Et puis, tous les restes et tous les autres aussi. Moi, ça a déjà été cité. Ça, c'est le plus récent. C'était il y a 2 semaines à Édimbourg où j'étais Honorary Fellow of the Royal College of Surgeons. Merci à nos sponsors. Armin, il est là. On a fait les premières Fonds nationales ensemble avec Armin Schneider. C'était l'étude AVC qui était la base pour le privat de sang de Martin et son Hatton Award, mais il y a aussi des autres fondations et surtout aussi l'industrie qui nous a soutenus. On a toujours fait un effort, on a Congress and More, de faire une journée de plus et faire un peu quelque chose pour nous, un peu de team building. Et là, vous voyez qu'on était à Bogota, dans le Mountain Rainforest. Et je vous assure, quand vous êtes à 2000 mètres d'altitude et après la 8e heure de randonnée, le team building, il est parfait. J'avais mon personnel Sherpa qui m'a rentré à la maison, c'était Quentin. Donc, il a fait des bâtons pour tout le monde, etc. Puis ça doit être les racines valaisannes qu'ils ont primées, je ne sais pas. Il y avait 2 types de sorties. C'était toujours le plus jeune qui a dû organiser le sortie. Et quand le tout jeune ne bougeait pas, à un certain moment, je dis, c'est pas grave si tu organises rien, c'est moi qui organise, on va au musée. Et là, au musée, il voulait clairement pas, et c'était qu'une bonne sortie qu'on voulait porter un casque. Donc là, vous voyez que là, il n'avait pas de casque, mais il devrait avoir un casque, le petit Johan, parce que c'était quand même assez sportif. Hein. Mais autrement, il faut faire toutes sortes de choses. Et parfois, je me sens sortie, on dit, vous savez, je vous prends en photo. Donc, je ne dois pas aller dans ces petites voitures de karting. Hein. Je vous prends en photo. Donc, je les prends en photo. Et puis, j'avais sur mon attel 128 photos qui étaient exactement la même chose. C'était tous les virages. On ne reconnaissait pas la personne parce qu'il avait toute une casque, toute une combinaison. Et puis, j'étais juste la numéro. Alors, je l'ai supprimé. Et le désastre était grand. J'ai dit non, il ne faut pas les supprimer. Donc, on les a récupérés. Ils étaient très intéressés à voir qui a fait, dans quel virage, quel mouvement, etc. J'ai dit, bon, ça, il faut être jeune pour ça. Parfois, il y a moins de choix. Là, ils ont dit, soit tu sautes dans le canyon, soit on appelle un hélicoptère. Puis, j'ai pris le choix de sauter. Voilà. Mais plus récemment, il était plus gentil avec moi. Ils ont fait un atelier de chocolat, des cours de cuisine. Elle a été au CERN. Et puis, bien sûr, le traditionnel vin chaud annuel dans la clinique. Hein. Évidemment, ce n'est pas autorisé. Le docteur Borgis ferme les yeux quand on boit dans la clinique. Mais c'est une tradition qu'il faut quand même soigner. Et avec ça, je vous remercie de votre attention et des belles années passées ensemble à la CUMD. Merci beaucoup. Merci Frauke pour ce magnifique exposé, plein de bon sens, plein d'humanité, plein d'humour. Voilà, ça te ressemble tout à fait. Et puis voilà un petit cadeau de la faculté de médecine. Je sais que tu la portes dans ton cœur et tu la porteras sur ton dos pour plus de team building, pour mettre quelques brosses à dents. Enfin bref, tu trouveras de comment l'utiliser au mieux. Et puis, bien sûr, on va tous faire l'exercice de se brosser les dents, mais peut-être avant, si tu le permets, un petit exercice de mastication avec le buffet qui nous attend dehors. Merci encore et puis tout de bon pour la suite. Merci beaucoup, Antoine. Merci.